Enfin, dernier moment de notre extrait, le paragraphe 5. Ce paragraphe 5 établit une analogie, c'est-à-dire non pas une ressemblance horizontale et morphologique entre deux termes, mais une identité de rapport entre quatre termes, prenant la forme d'une proportionnelle mathématique, A sur B est égal à C sur D, c'est-à-dire ce que A est à B, C l'est à D. Cette analogie surprend d'abord parce qu'elle vient sinon gommer, du moins atténuer, les efforts du chapitre précédent, de la discipline de la raison pure, pour désolidariser la mathématique, qui est une science synthétique, et la philosophie, qui est une science analytique. Analogie inattendue ensuite parce qu'elle induit un parallèle entre la science suprême, qui est censée être la philosophie, et une discipline qui, historiquement, est encore loin d'être entrée dans la voie sûre de la science, selon l'expression de la seconde préface de 1787, à savoir la chimie. Que la préface de 1786, au principe métaphysique de la science de la nature, considérera encore comme un simple art empirique, c'est l'expression qu'utilisera alors Kant, et non pas comme une science proprement dite de la nature. Dans la mesure où la chimie, dira Kant, déduit les lois d'affinité des corps, c'est-à-dire les lois de leur rapprochement et de leur éloignement, de l'expérience empirique, c'est-à-dire des expérimentations qu'on réalise en laboratoire, et non de la construction de ces concepts dans l'intuition pure spatio-temporelle. Ce dernier paragraphe de notre extrait définit la fonction du criticisme en tant que moment propédeutique de la philosophie pure. On connaît la métaphore judiciaire de la préface de 1781 qui comparait le criticisme à un tribunal de la raison, à l'égard d'elle-même et à l'égard de ses facultés subalternes. Mais on connaît moins l'analogie du criticisme avec la chimie, et dans une moindre mesure avec la mathématique. Car s'il est vrai que la philosophie diffère par sa méthode analytique et par ses objets qualitatifs de la mathématique, qui est quant à elle synthétique et quantitative, la philosophie s'en rapproche par un aspect, par où elle se rapproche aussi de la chimie comme art empirique. Ces trois disciplines ont en commun de procéder à une analyse purificatrice consistant à séparer, à isoler, à discriminer des éléments hétérogènes. Kant réactive ici le sens grec du verbe krinein, qui signifie distinguer, séparer, isoler le divers. Le criticisme n'est pas de fait une critique au sens courant, c'est-à-dire une discussion qui consisterait à dénoncer ou à déconstruire des systèmes philosophiques antérieurs. Le criticisme est bien plutôt un art méthodique, consistant à séparer ce qui est divers, consistant à ne pas mêler, à ne pas confondre l'hétérogène. Et en cela, il se révèle être, contre toute attente, un analogue de la chimie, moins au sens de l'allemand Chemie que de l'allemand Scheidekunst, art de séparer les substances hétérogènes et recherche expérimentale des matières qualitativement pures. Je cite le texte de Kant, « Il est de la plus haute importance d'isoler des connaissances qui sont distinctes par leur espèce et leur origine, et de les empêcher soigneusement de se mêler et de se confondre avec d'autres, fin de citation, aux amalgames et aux confusions du sens commun, qui sont en soi pardonnables, mais relayées de façon beaucoup plus ruineuse par cette fausse philosophie morale populaire, qui n'est en fait, dit Kant, ni une philosophie, ni une morale. Kant entend substituer le modèle d'une chimie de la pureté qualitative des éléments, capable d'inspirer, bien qu'elle soit un art expérimental de la séparation, le moment critique de la philosophie pure, en faisant jouer pleinement le sens grec du krinein. Telle est la triple analogie sur laquelle se clôt notre extrait. Ce que fait le chimiste, Chemiker, dans la séparation des matières, ce que fait le mathématicien dans la science pure de la quantité, le philosophe est encore plus tenu de le faire, afin de pouvoir déterminer sûrement la part de chaque espèce de connaissance dans l'usage courant de l'entendement, sa valeur propre et son influence. » Fin de citation. Le criticisme est donc le moment propédeutique, premier dans l'ordre de la méthode, de la philosophie pure. Il est ce vestibule qui précède, prépare et rend possible la métaphysique ultérieure. Et comme il comporte un double volet,
du fait des deux usages théoriques et pratiques de la raison, il prépare et annonce aussi deux métaphysiques parallèles, et non plus une seule métaphysique unilatéralement spéculative, comme le veut à tort la Schulmétaphysique allemande. En lieu et place de l'unique racine métaphysique de l'arbre des sciences, qu'évoquait par exemple Descartes dans sa lettre préface au Principia Philosophiae, Kant admet ici un arbre métaphysique à deux branches. Désormais donc, nous avons affaire à deux métaphysiques. Une métaphysique de la nature qui légifère sur l'être et une métaphysique des mœurs qui légifère sur la liberté et que Kant appellera plus tard une éleuthérionomie selon le syntagme de la doctrine de la vertu. La présente analogie entre philosophie critique et chimie analytique, comme art de séparer et de purifier les substances, joue ici un rôle décisif. Cette analogie permet à Kant de souligner en tout cas ici le sens radical et originaire du criticisme. Comme mode de philosophie, hanté sur une méthode de distinction, de séparation, isolant au sens chimique tout type d'éléments hétérogènes et délimitant ainsi les facultés de connaître aussi bien que les sciences. La confusion est le pire ennemi du philosophe critique, comme elle l'est du mathématicien et du chimiste, en tant que ce dernier est un artisan de la séparation, recourant à l'expérience. Avant d'envisager la réalisation de quelque métaphysique que ce soit, spéculative ou pratique, de la nature ou des mœurs, cette dernière étant l'invention propre du kantisme, il convient d'abord, nous dit Kant, de séparer ce qui diffère en vertu de sa nature et de ses sources, à savoir le pur et l'empirique. Notre texte nous invite ainsi, par anticipation, à séparer la morale pure comme métaphysique des mœurs de toute dimension anthropologique, c'est-à-dire de toute connaissance empirique de la nature humaine, séparation qui sera l'un des enjeux majeurs de la fondation de la métaphysique des mœurs de 1785.